Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un nouvel épisode où on va aujourd'hui parler de ce qui se joue entre la Belgique et le Rwanda. Vous avez entendu que les relations diplomatiques sont rompues entre Kigali et Bruxelles. En cause, ce qui se joue à l'est du Congo et le Rwanda qui accuse d'ailleurs la Belgique d'avoir pris parti pour le Congo en mobilisant aussi des mots qui font mal en parlant d'attitude néocoloniale de la Belgique. Alors, qu'est-ce qui se joue là? Comment décrypter cette situation et cette rupture diplomatique? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de faire durant 27 minutes. La première, les clés. Le gouvernement du Rwanda a notifié aujourd'hui au gouvernement de Belgique sa décision de rompre les relations diplomatiques avec effet immédiat. Le communiqué des autorités rwandaises est tombé ce lundi 17 mars, à midi, accompagné de mots très durs. Cette décision a été prise après une réflexion approfondie sur plusieurs facteurs, tous liés aux tentatives pitoyables de la Belgique de maintenir ses illusions néocoloniales. En ligne de mire, la situation dans l'est du Congo, avec la progression ces dernières semaines du mouvement rebelle M23. Une situation dans laquelle la Belgique n'a pas hésité à dénoncer clairement le rôle joué par le Rwanda, ce qui ne plaît pas du tout à Kigali. Aujourd'hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile injustifiée à l'égard du Rwanda dans le but de déstabiliser le pays et la région. Et le communiqué se conclut par ces mots. Tous les diplomates belges présents au Rwanda sont tenus de quitter le pays dans un délai de 48 heures. Conformément à la Convention de Vienne, le Rwanda assurera la protection des locaux, des biens et des archives de la mission diplomatique belge à Kigali. Quelques minutes avant que ne tombe ce communiqué, l'Union européenne s'était accordée sur une série de sanctions à l'égard de responsables du mouvement rebelle M23 et de militaires haut gradés de l'armée rwandaise. Et pour Maxime Prévost, le ministre belge des Affaires étrangères, les deux événements sont incontestablement liés. Aujourd'hui, et c'est probablement pas fruit du hasard si la décision tombe aujourd'hui, l'Union européenne a décidé de prendre des sanctions à l'égard du Rwanda pour veiller à ce qu'il rétropédale dans sa posture visant à perturber effectivement l'intégrité territoriale de la RDC avec le M23. Et donc il fallait un signal clair, nous l'avons assumé depuis de nombreuses semaines. Probablement que le message n'a pas plu et la raison pour laquelle le Rwanda prend cette décision aujourd'hui. Et face aux accusations de néocolonialisme exprimées dans le communiqué des autorités rwandaises, face aux accusations aussi formulées disant que la Belgique aurait choisi son camp, aurait choisi le Congo, Maxime Prévost précise. Nous n'avons qu'une seule boussole à l'est du continent européen comme à l'est du Congo, c'est de dénoncer tous les actes de violation de la souveraineté et de l'intégrité du territoire d'États souverains. La RDC n'est pas exempte d'efforts à devoir réaliser en matière de bonne gouvernance, mais ça ne peut de toute manière pas servir de prétexte à un État voisin pour décider en sous-main d'aller porter atteinte à son intégrité et d'aller commettre des exactions problématiques sur le territoire d'autrui. Ce que la Belgique dénonce, on l'entend là, c'est le rôle joué par le Rwanda dans la déstabilisation de l'Est du Congo, via en particulier son soutien direct et indirect au mouvement rebelle M23. Car même si le pouvoir rwandais s'en défend, de nombreuses sources attestent aujourd'hui de la présence de militaires rwandais aux côtés du M23, qui, ces dernières semaines, a pris le contrôle successivement des villes de Goma, puis de Bukavu, et continue sa progression. Résultat de tout cela, aujourd'hui, la rupture semble
totale entre Bruxelles et Kigali. Et la Belgique, d'ailleurs, en miroir de la décision des autorités rwandaises, a décidé également d'expulser le représentant rwandais à Bruxelles. Le chargé d'affaires a été convoqué aussi au sein du ministère des Affaires étrangères pour se voir signifier le même délai pour quitter le territoire belge. Et là où le Rwanda avait suspendu sa coopération au développement avec la Belgique, nous allons y mettre un terme. Je parle bien de la coopération au développement entre gouvernements, je ne vise pas les ONG. Ça représente grosso modo 27 millions d'euros de coopération qui sont ainsi stoppés. Voilà les mots fermes donc du ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Et pour essayer de bien comprendre ce qui se joue là, notre spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs est avec nous, c'est Benoît Feit. Bonjour. Bonjour Arnaud. Merci, vous êtes journaliste ici à la rédaction de la RTBF. D'abord, un mot, on peut faire un lien direct entre cette décision de rupture des relations diplomatiques qui tombe lundi 17 mars à midi et ce qui avait été décidé juste avant au niveau européen, à savoir une série de sanctions à l'égard de leaders du M23, mais aussi de dignitaires rwandais, notamment des officiers de l'armée rwandaise. Oui, le lien est évident, mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'en fait, là, c'est le point culminant d'un long processus de relations qui se sont dégradées depuis plus ou moins 2 ans. En fait, il faut rappeler qu'il y a 2 ans, le Rwanda a proposé en Belgique un nouvel ambassadeur, Vincent Karega. La Belgique a refusé d'accréditer cet ambassadeur. Bon, pour des raisons qui n'ont jamais été officiellement annoncées, mais ce qu'on sait, c'est que ce personnage a un passé assez trouble, notamment lorsqu'il a été ambassadeur en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on l'a soupçonné d'avoir, via l'ambassade, organisé des assassinats d'opposants rwandais, aussi des tentatives d'assassinat également. On sait que les ambassades du Rwanda à travers le monde ont toujours été un petit peu les officines des services secrets rwandais, mais le rôle de Vincent Karega en Afrique du Sud a été quand même assez trouble. Il a ensuite été nommé en République démocratique du Congo ambassadeur. Il a été expulsé de la République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur parce qu'il s'était prononcé sur la question du M23, on y reviendra. Bref, il a ensuite été proposé en Belgique et la Belgique a refusé de l'accréditer. Le Rwanda avait dit alors à l'époque qu'il ne proposerait pas d'autres ambassadeurs. Donc depuis 2 ans, il n'y avait plus d'ambassadeur du Rwanda ici en Belgique. L'été dernier, c'était au tour de la Belgique de devoir proposer un nouvel ambassadeur au Rwanda. La Belgique n'a jamais eu de réponse à sa proposition. Et il est évident, c'est d'ailleurs le ministre rwandais des Affaires étrangères que j'ai rencontré la semaine dernière, peu avant la décision de rompre les relations diplomatiques, me l'a dit. C'était une mesure, pas de rétorsion, mais une mesure d'équilibre, comme on fait en diplomatie. Donc voilà, cette décision de rompre les relations diplomatiques arrive aujourd'hui comme point culminant de longues années de dégradation des relations entre la Belgique et le Rwanda. Et c'est pour cela qu'on entend dans les mots de Maxime Prévost le fait que le chargé d'affaires va devoir quitter la Belgique. Ce n'est pas un ambassadeur, c'est un chargé d'affaires lié au fait que, c'est ce que vous venez de nous expliquer là, il n'y avait pas d'ambassadeur de Belgique au Rwanda, ni d'ambassadeur de Rwanda en Belgique ici ce qui était déjà ces dernières années, ce qui était déjà un signe. Alors, qu'est-ce qui se joue là et comment est-ce qu'on peut comprendre que ça se soit dégradé à ce point-là ces dernières années? C'est un lien en particulier avec ce qui se joue là en ce moment à l'est du Congo et ce M23 qui est en train de gagner de plus en plus de terrain au fil des semaines, au fil des mois. Oui, clairement, et d'ailleurs, c'est documenté, notamment par le groupe d'experts des Nations Unies. Le Rwanda soutient le M23 militairement, avec de la logistique, avec des services de télécommunication, mais aussi avec des hommes, avec des troupes. On parle de 4000 soldats rwandais qui se battent aux côtés du M23 ou au sein du M23. Donc c'est connu de tous. D'ailleurs, de nombreux pays, pas que la Belgique, ont imposé des sanctions au Rwanda. Et on peut citer la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne, qui ont décidé de rompre leur coopération avec le Rwanda. Les États-Unis ont également décider des sanctions à l'égard de quelques militaires au gradé rwandais. Mais il faut dire que la Belgique allait peut-être un petit peu plus loin que tout le monde parce qu'elle exerçait véritablement une forme de lobbying au sein de l'Union européenne pour pousser l'Union européenne à se prononcer, à prendre ces sanctions, ce qui vient d'ailleurs d'être fait récemment. Et je pense que c'est essentiellement ça que le Rwanda reproche particulièrement à la Belgique, ce qui justifie qu'il a décidé de rompre ses relations avec la Belgique, c'est qu'ils disent, voilà, vous jouez le jeu du Congo. Autrement dit, vous décidez de nous imposer des sanctions et de faire en sorte que tout le monde s'y mette. Alors, est-ce que la Belgique joue le jeu du Congo, justement? Parce que ce que met en avant, et on a entendu Maxime Prévost, c'est de dire, nous, l'enjeu, c'est les droits humains, c'est aussi le respect du droit international et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Si on a un Rwanda qui intervient de manière directe ou indirecte dans un pays voisin qui ne respecte pas les frontières du Congo, c'est pour ça que nous, en tant que Belgique, on le dénonce.
Est-ce que c'est une juste justification des affaires étrangères belges? Il n'y a pas de prise de parti pour le Congo de la part de la Belgique? Il est sûr que lorsque la Belgique demande d'imposer des sanctions au Rwanda, elle fait indirectement le jeu de Kinshasa, vu que c'est exactement ce que le Congo espère, c'est qu'on impose des sanctions au Rwanda. Mais pour être complet, il faut dire que la Belgique ne limite pas son discours à la critique du Rwanda et au soutien du Rwanda au M23, mais critique également Kinshasa, et il l'a exprimé à plusieurs reprises. Maxime Prévost a dit aux autorités congolaises qu'il fallait qu'elles arrêtent de soutenir les FDLR. Alors qui sont ces FDLR? C'est une milice qui est issue des génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda contre les Tutsis en 1994, qui sont réfugiés depuis une trentaine d'années au Congo, qui ont créé une milice et qui continuent à se battre aux côtés de l'armée congolaise. Et c'est ce que le Rwanda reproche au Congo. D'ailleurs, dans toutes les négociations internationales, le Congo dit au Rwanda, il faut arrêter de soutenir le M23, et le Rwanda répond au Congo, mais alors il faut que vous arrêtiez de soutenir les FDLR. La Belgique a signifié aux autorités congolaises qu'il fallait qu'elles arrêtent de soutenir les FDLR également. Donc de ce côté-là, on pourrait dire qu'elle joue le jeu du Rwanda. En tout cas, elle reprend ses arguments. Donc je pense que la Belgique a une position objectivement assez correcte, en tout cas en accord avec les valeurs qu'elle affirme défendre. Alors, parlons un petit peu plus spécifiquement de ce fameux M23. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce groupe rebelle? C'est quoi l'histoire de ce M23, de ce mouvement qui a été créé au départ par des personnes appartenant à la minorité ethnique Tutsi et qui fait que ce groupe aujourd'hui est en train de gagner du terrain dans l'est du Congo? Alors, ce qui est très clair, c'est que le M23 est en bonne partie composé de Tutsis congolais, donc des Congolais qui sont de culture rwandophone, qui sont ethniquement, et je n'aime toujours pas ces termes-là, mais enfin bon, pour faire un résumé, assimilés à l'ethnie Tutsi, et qui se revendiquent comme tels d'ailleurs, et qui disent nous subissons des persécutions, des massacres au Congo, et nous devons nous défendre, et nous nous mobilisons en créant cette milice M23. Ça, c'est le narratif du M23, qui est en partie vrai. Oui, ils sont composés de Tutsis congolais, qui sont effectivement persécutés au Congo, mais il faut placer ça dans le temps long. Et en fait, le M23 n'est pas une génération spontanée. Le M23 est finalement l'héritier de toute une série d'autres rébellions qui, depuis une trentaine d'années, ont été fomentée par le Rwanda. La première étant celle, la FDL, l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo-Zaïre. Ça remonte à 1996. C'est cette force qui a amené Laurent Désiré Kabila au pouvoir en faisant chuter Mobutu. Cette rébellion avait déjà à l'époque été créée de toutes pièces par le Rwanda et l'Ouganda pour amener Laurent Désiré Kabila au pouvoir. L'objectif étant à l'époque d'aller traquer tous ces génocidaires Hutus qui avaient fui à l'est du Congo après le génocide de 1994. Mais le Rwanda ne s'est pas arrêté à cette traque des génocidaires. Ils en ont profité pour ramener un pion au pouvoir à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila. Et quand ce pion s'est retourné contre ses parrains ougandais et rwandais 2 ans plus tard, en 1998, en disant « Écoutez, merci beaucoup de m'avoir amené ici, maintenant on va gérer les affaires entre Congolais », eh bien, le Rwanda et l'Ouganda ont décidé de mener la guerre directement contre Laurent Désiré Kabila pour le punir de ses velléités, on va dire, nationalistes, indépendantistes à l'égard de ses parrains, en créant alors une nouvelle rébellion qu'on a appelée à l'époque le RCD, le Rassemblement congolais pour la démocratie. Et vous remarquez qu'au fur et à mesure du temps, le terme congolais intervient tout le temps. Donc le Rwanda se cache toujours derrière un paravent congolais, une rébellion congolaise pour influencer la politique sur place. Et le M23 finalement n'est jamais qu'une autre émanation de cette stratégie. Donc très clairement, il y a une ligne politique constante sur pratiquement les 30 dernières années de déstabilisation de l'Est du Congo, mais on voit que ça peut aller jusqu'à une prise de pouvoir à Kinshasa même, de la part du Rwanda à l'égard donc de son voisin. Oui, toujours avec le même argument. L'argument, c'est un argument sécuritaire. Il est en partie vrai, mais il est extrapolé dans des proportions qui deviennent parfois quand même fort démagogiques. Effectivement, le Rwanda dit systématiquement « nous devons intervenir » ou « nous soutenons des gens qui interviennent au Congo pour notre propre sécurité ». Le narratif étant « un deuxième génocide ne se produira plus au Rwanda ». Le Rwanda est à raison traumatisé par ce qui lui est arrivé il y a une trentaine d'années. Un génocide horrible, organisé par une des extrémistes Hutus qui avait une idéologie raciste, génocidaire, qui a massacré jusqu'à 800 000 personnes, principalement des Tutsis pour leur appartenance ethnique. C'est quelque chose qu'il faut rappeler, qu'on ne peut absolument pas nier. C'est très important pour comprendre ce qui se passe. Mais à partir de là, le Rwanda a peut-être surfé un peu sur la vague en allant jusque dans des proportions, je disais, démagogiques. Pour défendre sa sécurité, ils vont dire, il y a des FDLR aujourd'hui, donc des anciens génocidaires qui se battent au Congo. Mais ces FDLR, ils sont
je sais pas, quelques centaines, ils sont 2000 à tout casser, ils sont loin de la frontière rwandaise. En tout cas, ils ont été pendant tout le temps à des dizaines, voire même parfois des centaines de kilomètres de la frontière. Leur dernière attaque, incursion en sol rwandais remonte à il y a plusieurs années. Il est difficile d'imaginer que ces FDLR puissent réellement prendre le pouvoir au Congo. Donc ça, c'est le discours rwandais, la principale raison pour laquelle on doit intervenir ou intervenir de manière indirecte au Congo, c'est pour notre sécurité. Je vous propose peut-être d'entendre dans cette émission ce que disait le ministre rwandais des Affaires étrangères que vous avez rencontré il y a quelques jours, Benoît Feit, quand on lui demande justement d'évoquer le soutien du Rwanda au M23. Voilà comment lui qualifie le M23. On va l'écouter. La première, les clés. Le M23, c'est un mouvement congolais qui défend une communauté congolaise qui a été toujours marginalisée, persécutée, qui a été tuée. Il y a des actes même de cannibalisme que nous voyons sur les réseaux sociaux. Cette communauté congolaise est de culture rwandaise, de langue rwandaise. Ce sont principalement des Tutsis qui se sont trouvés là, non pas à cause d'eux-mêmes, non pas à cause du Congo, non pas à cause du Rwanda, mais en cause des pouvoirs coloniaux qui ont décidé de tracer artificiellement les frontières. Donc il y a cette question qui doit être séparée de la question de la sécurité rwandaise, puisque qui a pris des territoires à l'est de la RDC, Goma, Bukavu, c'est le M23 qui est un mouvement congolais. On entend bien les mots, hein. Donc oui, effectivement, il y a un mouvement, le M23, qui est en train de prendre Goma, Bukavu, des parts importantes de territoire à l'est du Congo. Mais en gros, on l'entend dans le discours, c'est pas nous le Rwanda, ce sont bien des Congolais, mais ce sont des Congolais de culture rwandaise, dit-il. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui vient un petit peu tordre le réel dans ce qu'on vient d'entendre là ? Il est vrai que le M23 représente, ou en tout cas s'avance comme étant les protecteurs de la communauté Tutsi congolaise. Il est vrai que cette communauté Tutsi subit des persécutions, mais le Rwanda, et ça le ministre ne le dit pas, même le président Kagame ne le dit pas, le Rwanda soutient le M23 avec des hommes, avec des armes, avec de la logistique, avec de l'intelligence. Ça a été documenté par le groupe d'experts des Nations Unies sur le conflit rwando-congolais. C'est reconnu par de nombreux États qui ont déjà sanctionné le Rwanda pour ces mêmes raisons, mais le Rwanda continue à le nier, et ça va même très loin. Le président Kagame, il y a de ça quelques semaines, interrogé par CNN sur la question « Avez-vous des troupes au Rwanda ?», le président rwandais répond dans le blanc des yeux du journaliste « I don't know », je ne sais pas. Comment pouvez-vous imaginer que le président du Rwanda, qui contrôle tout dans son pays, ne sache pas où se trouvent ses troupes ? Personne ne peut le croire. Mais le Rwanda, donc, continue de nier envers et contre toute évidence leur soutien et leur présence au Congo aujourd'hui. Bon, alors vous nous avez expliqué il y a quelques instants quel était l'argument du Rwanda pour intervenir à sa frontière, même s'il nie intervenir directement sur le territoire congolais, ce qui est pourtant documenté par ailleurs. En tant qu'analyste politique, justement, de ce qui se joue dans cette région-là, quelles sont les raisons que vous identifiez, Benoît Feit, au fait que le Rwanda continue depuis de nombreuses années à déstabiliser l'Est du Congo? Qu'est-ce qu'il cherche à faire si l'enjeu sécuritaire n'est plus une vraie menace? C'est ce que vous venez de nous dire. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus éluder cet enjeu sécuritaire. Je ne pense pas qu'il y ait une menace réelle aujourd'hui au Rwanda, mais vu le traumatisme qu'a subi le pays, la crainte d'une attaque est réelle. On ne peut pas l'éluder. Mais cet argument n'explique pas tout, cet argument sécuritaire. À côté de ça, il y a peut-être un argument qu'on évoque moins, c'est l'argument, je dirais, démographique. Toutes ces communautés congolaises d'origine de culture rwandaise, Tutsi congolais donc, ce qu'on appelle les Banyamulenge au sud Kivu, les Tutsis du nord Kivu représentés par le M23. Il est impossible, il faut savoir que le Rwanda est un des pays les plus densément peuplés au monde. C'est un pays qui reste pauvre, donc l'accès à la terre est un réel enjeu dans ce pays. Il est inimaginable pour le Rwanda de rapatrier, entre guillemets, leurs frères congolais, vu qu'il y a un vrai élan de solidarité entre eux. Il est sûr que pour les autorités rwandaises, il est important que ces communautés restent où elles sont, à savoir au Congo. Donc la première raison, c'est s'il faut intervenir pour éviter de devoir rapatrier des gens qui seront persécutés, c'est une stratégie qui peut tenir la route. L'autre argument, évidemment, il a été utilisé
utilisé à l'envi, et il est fondé aussi, c'est l'argument économique. Il ne faut pas nier les choses. Le Rwanda, depuis une trentaine d'années, s'enrichit clairement grâce au trafic de minerais qui transitent par le Rwanda. On pense essentiellement au coltan, vous savez, ce minerai dont on a besoin pour fabriquer des ordinateurs, des smartphones, dont la demande a explosé depuis une trentaine d'années. Il y a aussi tout un trafic d'or, ce qu'on évoque moins, qui permet au Rwanda de s'enrichir. Donc l'enrichissement, on va dire l'argument économique est aussi probablement ce qui guide la stratégie rwandaise au Congo. Mais il y a un argument qu'on évoque peut-être un peu moins encore que tous, et qui pour moi est peut-être une des clés de compréhension de ce qui se passe. C'est quand vous regardez la différence de taille entre les deux pays, la différence de richesse entre les deux pays. Le potentiel du Congo est gigantesque. Le Congo, c'est un pays, c'est presque grand comme l'Europe occidentale. Entre Lubumbashi et Kinshasa, c'est comme si vous faisiez Varsovie-Lisbonne, c'est gigantesque. C'est un pays dont, on l'a dit et répété depuis des décennies, possède un potentiel de richesse gigantesque. Tous les minerais s'y trouvent, le cobalt, le coltan, le cuivre, les diamants, l'or, enfin tout ce que vous pouvez imaginer s'y trouve à peu de choses près. Imaginez qu'un Congo fort, avec un État fort, une armée organisée, riche de toutes ces richesses, arrivait à émerger, ce serait une réelle menace pour le Rwanda. Et donc il y a peut-être une volonté aussi du Rwanda de continuer à déstabiliser le Congo pour affaiblir ce voisin au potentiel dangereux, et en créant ce que moi j'appelle un véritable Far West, parce que malheureusement au Congo aujourd'hui, dans bien des endroits, on vit dans un absolu Far West. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de route, on ne contrôle plus rien, tout est aux mains de petites milices, de petits shérifs, de petites bandes organisées. C'est vraiment le Far West. Et ça, je pense que ce chaos dont les Congolais subissent les réelles conséquences, dans la pauvreté, les massacres, les viols systématiques des femmes, eh bien, indirectement, ça arrange le Rwanda. Bon, alors il y a encore un élément dans cette rupture diplomatique et dans le communiqué qui a été publié par Kigali ce lundi 17 mars, c'est l'évocation non seulement d'une forme de néocolonialisme de la Belgique, mais aussi des références très claires au génocide contre les Tutsis de 1994. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cet élément-là, puisque le Rwanda dit que la Belgique a également permis à son territoire d'être utilisé par des groupes qui propagent le négationnisme du génocide et entretiennent l'idéologie génocidaire. Donc on sent qu'il y a encore de manière très, très forte de la part du Rwanda l'évocation de ce passé-là. Et c'est peut-être l'occasion de revenir sur le rôle qu'a joué la Belgique au moment de ce génocide de 1994, sur l'examen critique qui a été fait aussi d'ailleurs en Belgique, sur les excuses qui ont été prononcées par nos dirigeants. Et on va faire ça avec Sarah Poussé. La responsabilité de la Belgique a été reconnue à plusieurs égards dans le génocide rwandais. D'abord dans l'idéologie génocidaire, car en réalité ce sont des missionnaires catholiques belges qui dès 1923 ont imposé une différenciation dans la population entre les Tutsis considérés comme des aristocrates et les Hutus dont les chefs sont destitués et à qui on réserve toutes les corvées. Pendant toute l'ère coloniale, des stéréotypes raciaux et ethniques sont véhiculés pour diviser le peuple rwandais au point d'entretenir une véritable haine entre Hutus et Tutsis. À l'indépendance, les Hutus, frustrés de leurs conditions, se révoltent à la fois contre le colon belge, mais aussi contre les Tutsis aristocrates. Ils prennent le pouvoir et imposent désormais un régime radical qui entretient la haine des Tutsis jusqu'à mener au génocide de 1994. Et là encore, la Belgique n'est pas loin. En 62, notre pays se retire du Rwanda, mais veut toujours continuer à entretenir de bonnes relations avec son ancienne colonie. Il décide donc désormais de soutenir les Hutus au pouvoir. Et ce soutien va persister dans le temps. Malgré l'exil de milliers de Tutsis, malgré les appels à la haine, malgré la propagande génocidaire, la Belgique soutient les régimes extrémistes Hutus. Pointons aussi que la Belgique et l'ONU sont informés de la préparation en cours d'un massacre à grande échelle au Rwanda. Notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, Willy Claes, est aussi mis au courant d'une concentration anormale d'armes. 3000 tonnes d'armes blanches sont achetées à l'aide de fonds internationaux détournés. Mais le ministre belge et son gouvernement n'y voient aucune hostilité envers la Belgique. Ils détournent le regard. Le 6 avril 1994, l'avion présidentiel rwandais est abattu. Les Hutus radicaux accusent les Tutsis, mais aussi la Belgique. Le lendemain, 10 casques bleus belges sont assassinés.
La Belgique, comme l'ONU, se retire en urgence. Le génocide commence, sans personne pour le contrer. Depuis, plusieurs travaux et rapports d'historiens ont consacré les responsabilités occidentales dans le drame rwandais. La Belgique s'est officiellement excusée pour son intervention en 2000 par la voix du Premier ministre belge de l'époque, Guy Verhofstadt, en voyage au Rwanda. J'assume ici devant vous la responsabilité de mon pays, des autorités politiques et des militaires belges. Et au nom de mon pays, au nom de mon peuple, je vous demande pardon pour cela. Les mots de Guy Verhofstadt, donc, suite à ce qui s'est passé en 1994, c'était important à rappeler au moment où le Rwanda pointe à nouveau ce qu'il dit être le rôle historique destructeur dans la création de l'extrémisme ethnique, rôle de la Belgique. Benoît Feith, pour terminer, parce qu'on arrive tout doucement au bout, ce qui est particulier, c'est que ces éléments-là, sur le rôle de la Belgique dans le génocide, on les entendait plus tellement ces dernières années, justement, suite aux excuses qui avaient été présentées par le gouvernement belge. Le fait que ce soit remobilisé là maintenant par les autorités rwandaises, ça témoigne du fait que Paul Kagame, le Rwanda, sont un peu en difficulté sur le plan international, là, aujourd'hui, et qu'il faut aller remobiliser certains arguments sur le passé. Oui, clairement, et même si ces arguments sont justes, il est aujourd'hui un peu démagogique dans le chef de Paul Kagame de les utiliser, parce que jusqu'à présent, il a bénéficié d'un blanc-seing de la part de la communauté internationale. Depuis son arrivée au pouvoir, tout le monde a fermé les yeux sur la dictature, sur l'état policier, sans doute par culpabilité à l'égard de la compromission de la communauté internationale dans le génocide, mais aussi face au miracle rwandais, comme on dit. Il faut reconnaître que le Rwanda s'est extrêmement bien développé. En tout cas, Kigali est une ville moderne, c'est probablement la ville africaine dans laquelle il est le plus agréable à vivre, la capitale africaine dans laquelle il est le plus agréable à vivre aujourd'hui. Et tout le monde a fermé les yeux là-dessus, mais il y a un changement qui s'est opéré dû au lobbying de la République démocratique du Congo aujourd'hui, mais aussi peut-être lié indirectement à la guerre en Ukraine, parce qu'il devenait très très difficile aujourd'hui pour la communauté internationale de continuer à sanctionner la Russie pour son intervention en Ukraine et de fermer les yeux sur l'intervention de Paul Kagame et du Rwanda au Congo, une intervention qui a été documentée par tous, notamment par les Nations Unies. Eh bien, voilà qui donne quelques clés, à la fois pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui entre la Belgique et le Rwanda, mais pour comprendre aussi plus largement le rôle que le Rwanda joue dans l'est de la République démocratique du Congo depuis de nombreuses années, et pourquoi aujourd'hui la communauté internationale qui a longtemps fermé les yeux change d'attitude à l'égard de Kigali. C'était Les Clés, un podcast de La Première avec à la réalisation sonore de cet épisode Laurent Nélissen, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Je vous rappelle que tous les derniers épisodes se trouvent sur vos plateformes et si vous cherchez la collection complète, alors là, rendez-vous sur ovio.be.